Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce quatrième live vigneron, l'initiative donc du club des vignerons lauréats. Le club des vignerons lauréats, c'est quoi? C'est un club de 41 vignerons de toute la France, un vrai tour de France des vignobles. C'est un club qui existe depuis 1982, avec que des vignerons passionnés qui font des produits d'exception. Euh, le club des vignerons lauréats organise 5 salons en France tous les ans, où chaque vigneron va à la rencontre de ses clients particuliers. Donc, faute de salon, on s'est dit que ce serait bien d'essayer de garder le contact avec vous. Et donc, on a mis en place ce système de live vigneron. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Pierre-Armand de Laguiche avec nous du château d'Arlay, donc un, un fleuron du Jura, et qui plus est le seul vigneron du Jura que l'on a dans le club. Donc, bonsoir Pierre-Armand et bienvenue à toi pour ce quatrième live vigneron. Merci. Je vais te laisser te présenter, tu le feras mieux que moi. Ouais. Alors, tu l'as dit, je m'appelle Pierre-Armand Delaguiche, fils d'Alain Delaguiche, que certains ont pu rencontrer pendant plusieurs années sur les salons. Petit-fils de Renaud Delaguiche, qui, avant même mon père, était lui aussi présent sur les salons. On est ici au domaine du Château d'Arlay, dans le Jura. Donc, on est au milieu de l'appellation, géographiquement parlant. Donc, on est à quelques kilomètres de l'Étoile, qui est par là-bas, et de Château-Chalon, qui est à 2 pas. Alors, nous, on est sur les terres en Côte du Jura. Et voilà, on produit depuis beaucoup de dizaines d'années du vin sur le domaine. Beaucoup de siècles même, non? Ben oui, alors c'est vrai, voilà, effectivement, ça fait plusieurs siècles. On a des traces écrites qui rapportent la production de vin sur le domaine très ancienne, qui remonte jusqu'au XIIIe siècle. On est à peu près sûr qu'on pourrait trouver des écrits plus anciens, mais les archives de Dole ont brûlé au XIIIe siècle. Et voilà, donc on a un peu du mal à remonter avant, mais voilà. Et on produit tous les vins de l'appellation, donc du blanc, du rouge, un peu de rosé, ça dépend des années, vin de paille, vin jaune, bac vin bien sûr, et des spiritueux. Le seul qu'on ne fait pas, c'est du crément, du mousseux, parce que bon, il y a une petite anecdote familiale, c'est-à-dire que ma grand-mère est née Vaugué, et c'est un nom qu'on connaît un peu en Champagne, et donc familialement parlant, quand on était dans le Jura, on faisait du vin du Jura, et puis on faisait pas un faux champagne. Voilà. D'accord. Pas de conflits familiaux. Exactement. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément bien l'appellation Jura, tu peux peut-être préciser géographiquement où est-ce que ça se situe et bon, le type de vin, tu l'as déjà dit, mais préciser les spécificités géographiques, on va dire. Alors, les spécificités géographiques. Le Jura, beaucoup de personnes pensent que c'est un climat montagneux, comme la Savoie, pas du tout. On est sur un climat tout à fait continental. Allez, pour situer sur une carte, on est à équidistance entre Besançon, Dijon et Lyon, pour donner une idée. Voilà. On est à 1 heure de la frontière suisse et une petite heure. Voilà, on est à mi-chemin entre la Suisse et Beaune, pour situer, si ça peut aider. Le terroir argilo-calcaire, j'allais dire, mais surtout marneux aussi. On a des marnes grises, on a des marnes bleues, on a des schistes grises qui sont des fausses schistes. Voilà, on navigue un peu sur ces sols qui sont des sols typiques de Revermont en fait. Et donc là, au domaine du château d'Arlay, on est à 300 mètres d'altitude, ce qui est peu, mais à 10 km, on passe tout de suite à 600, 700 mètres. Donc on est vraiment au pied de la montagne jurassienne. Et le coteau du Jura, dans son ensemble, c'est en fait le pendant de la côte chalonnaise, de la côte de Beaune, avec entre les deux la plaine de la Bresse. Et j'ai une question qui est peut-être stupide. On parle en Champagne de sol et de craie qui datent du Jurassique ou même avant. Est-ce que Jura et Jurassique a un lien sur la période, l'âge du Alors, sol?
le sol qu'on a est plutôt du Trias. Voilà. Alors, me demande pas le nombre d'années, combien de millions d'années, je ne sais plus. Et le Jurassique, oui, en fait. C'est plutôt Jurassique qui vient de Jura. C'est pas parce qu'on a des terres spécifiquement jurassiques qu'on s'appelle Jura. Mais voilà. Oui, tout à fait. Ok. Alors, peut-être pour compléter sur un aspect un peu plus viticole, on va dire. Ici, dans le Jura, on a 5 cépages. Alors, je cherche la caméra, voilà. On a 5 cépages, on a 3 rouges et 2 blancs. Alors, on a un rouge très connu, un blanc très connu en cépage. Donc, en rouge, on a le pinot noir et en blanc, on a le chardonnay, que tout le monde connaît à peu près. Et puis ensuite, on a des cépages autochtones qui sont plus rares. En rouge, on a la 2, on a le Poulsard et le Trousseau. Alors, Poulsard, c'est un cépage peu cultivé dans le Jura en proportion, qui fait des vins un poil plus rustiques que les deux autres, mais très structurant. Donc souvent, on le trouve souvent en assemblage. C'est un cépage qui est difficile à récolter, à faire pousser, à récolter et à vinifier. Et on a aussi donc le Trousseau. Alors le Trousseau, lui, c'est exactement le même cépage que le Bastardo au Portugal, par exemple. C'est le même cépage, deux noms différents pour le même cépage. Alors que c'est des climats très différents, quoi. Pourtant, et voilà. Mais c'est un très bon cépage qui produit beaucoup et qui produit quelque chose de très fruité, très sucré, très fruité. Voilà. Et avec le réchauffement climatique, le Jura apprend à refaire des rouges 100% Trousseau depuis peu. Voilà. Et en blanc, donc j'ai dit qu'il y avait le Chardonnay, mais il y a aussi donc le fameux Savagnin, donc pas le Sauvignon, le Savagnin, qu'on appelle sinon le Naturé ou le Traminaire aussi. Bon, il y a quelques noms qui se baladent. Voilà. Pareil, c'est un cépage un peu plus rustique, plus acide, avec des peaux un peu plus épaisses. Donc c'est pas du tout un cépage de raisin de table, pas du tout agréable à manger à table, mais par contre qui fait des vins blancs de garde fabuleux, voilà, dont le vin jaune. Donc le vin jaune est fait exclusivement avec du Savagnin. Et le vin de paille également, ou pas forcément? Alors non, le vin de paille, alors, on va peut-être expliquer tout de suite la différence entre le vin jaune et le vin de paille. Ouais. Le vin jaune, c'est un vin, au départ, un vin blanc classique, vinifié de manière classique, qui ensuite, au moment de son élevage, n'est plus houillé. Donc le houillage, c'est pour ceux qui connaîtraient peut-être pas, hein, il y en a, quand on met en fût, très rapidement, le niveau à l'intérieur baisse par l'évaporation, l'absorption par le chêne et tout un tas d'autres raisons. La fameuse part des anges. Exactement. Habituellement, pour éviter qu'il y ait un phénomène d'oxydation trop important, eh bien, on remonte le niveau du fût en complétant avec les fûts d'à côté ou une petite réserve qu'on a à côté dans une cuve. Si on ne fait pas cette opération, inexorablement, ça s'oxyde et ça prend beaucoup de défauts et c'est pas du tout souhaitable. L'avantage de travailler avec du savagnin, c'est que le savagnin possède des Saccharomyces particulières qui vont créer à la surface du liquide un voile de levure vivant qui va protéger de l'oxydation le liquide. Donc on n'a plus besoin douiller le fût pour éviter une oxydation. On va laisser un fût de jaune décanté comme ça pendant 7 ans. Un peu moins en réalité, mais 7 ans. Sans jamais y toucher. Ce qui serait un stress totalement dramatique pour un vin classique. Pour le jaune, au contraire, c'est une période qui magnifie le jus et qui le concentre en acidité, en alcool un petit peu et surtout en arôme. Donc le vin jaune, c'est un vin extrêmement sec. Un vin un peu plus fort en alcool, 14, qui peut monter quelquefois jusqu'à 15, mais extrêmement sec. Il n'y a plus un seul sucre résiduel à l'intérieur. Et c'est un vin donc concentré, très long en bouche, très agréable. Le vin de paille, lui, c'est un vin passerier. Donc dès le départ, c'est pas la même technique. On prend des grappes de raisin, belles grappes, les plus saines possibles, qu'on fait sécher plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'origine sur de la paille, mais aujourd'hui, on le fait surtout sur des filets. Et une fois que ça s'est concentré en sucre, que l'eau s'est évaporée du raisin, eh bien, on presse, on vinifie, et on a un vin liquoreux à 14, à 14,5 à peu près, très riche en sucre, pour le coup, en sucre naturel. Ok. Par curiosité, sur ces 7 ans de vieillissement du vin jaune,
entre le début où tu entonnes une barrique, enfin, c'est des fûts de combien de litres que tu utilises? C'est des fûts traditionnels, environ 200 litres à peu près. Enfin, voilà, c'est D'accord. des petites barriques. Oui. Donc, tu entonnes un fût plein et à la fin, donc, après 7 ans de vieillissement, il reste quoi dans le fût en proportion? Sur les 7 ans, on perd un tiers du volume, à peu près. Ok. Un tiers du volume, ce qui est énorme du coup, puisque ça, voilà, sur une production de vin, c'est vraiment une perte importante. Mais ce qui compte beaucoup, c'est lorsqu'on élève un jaune, ce qui compte, c'est que le voile tienne bien pendant toute la période, tienne bien son rôle en fait de protection contre l'oxygène. Et donc, au-delà du simple fait qu'il y ait voilà, un tiers de la récolte qui s'en va, il y a quelquefois des fûts qui tournent pas bien et donc qui sortent du circuit et qu'on ne peut pas commercialiser. Donc, quand on décide en tant que vigneron de faire du jaune, c'est en général c'est une décision lourde de conséquences. Et quand on est jeune et qu'on s'installe, par exemple, en général, on commence pas par le jaune. On fait d'abord des vins classiques avant d'avoir les épaules et les reins assez solides et l'expérience pour vinifier ensuite des jaunes. Bon, toi, tu as la chance d'être accompagné par Alain et Anne, tes parents, qui sont. Enfin, il y a une passation qui est en cours, mais tu travailles, j'imagine, main dans la main avec ton père pour les vins Ah oui, oui, en oui, ce moment. complètement. Alors, je défie n'importe qui de reprendre d'ailleurs n'importe quelle entreprise en arrivant comme un cow-boy en disant salut, maintenant c'est moi qui prends la décision. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs, je crois que c'est d'autant plus important de faire des bonnes transitions dans le domaine du vin parce que ne serait-ce que par exemple pour le vin jaune, les 7 prochains millésimes qui vont sortir, ce ne seront pas mes millésimes, ce seront ceux de mon père. Avec sa direction à lui, avec son intention, avec sa collaboration avec le chef, le responsable d'exploitation et les personnes qui ont fait la récolte, la vinification. Donc c'est quelque chose. La reprise, c'est quelque chose qui se fait en douceur. J'ai eu une autre carrière avant qui n'avait rien à voir avec le vin, et donc du coup je reprends des études, voilà, pour simplement écouter les professeurs, ceux qui savent, ceux qui sont au courant des dernières techniques, de ce qui a marché, de ce qui ne marche pas, de ce qui pourrait marcher peut-être en expérimentation, et ainsi de suite. Donc, je suis en BTS viticulture œnologie à Montmoreau d'ailleurs. Petit coucou à ceux qui sont à Montmoreau, peut-être qu'ils me verront. Euh, voilà, en ce moment, donc la transition, elle se fait doucement mais sûrement en commençant par la base, et puis au fur et à mesure, eh bien, je prendrai peut-être de plus en plus d'autonomie dans les décisions. Mais voilà. Donc, tu es un peu dans l'ombre de ton père en termes de vin, en tout cas, pendant 7 ans, en ce qui compte, enfin, pour le vin jaune, en tout cas, Ouais, mais ouais, pas forcément pour le jaune. forcément, dans l'ombre. Maintenant, l'objectif, ça va être aussi de se forger son opinion sur la direction à prendre. Alors, tu connais bien toi-même le milieu vigneron, du coup, mais alors, souvent, pas toujours, mais souvent en viticulture, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut. Et quand on est jeune et on arrive et on dit, bah voilà, moi je veux faire ça. Mais peut-être qu'il y a 35 ans, son propre père a essayé et s'est cassé les dents. Donc il faut d'abord arriver en essayant de s'acculturer un petit peu, de se débarrasser de ces persuasions et de se forger au contraire des convictions. Sur le vin, c'est hyper important. Et parce il y a énormément de paramètres. Et donc du coup, être d'abord dans l'écoute, écouter ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça, et puis ensuite après son rapport d'étonnement, et puis un peu après avoir fait ces 2, 3 petits essais, puis ces 2, 3 petits plantages aussi quand même, eh bien arriver en disant bah voilà, c'est là où je veux aller. Il y a des choses, je sais déjà maintenant, j'ai déjà des petits chemins qui se dessinent dans ma tête, mais il faut voilà, il faut prendre le temps d'écouter pour aussi emporter l'adhésion de ceux qui travaillent dans le domaine. Parce qu'il y a des saisonniers, ça fait 20 ans qu'ils travaillent tous les ans ici, donc ils ont, même si ce sont des saisonniers, ils ont aussi leur vision des choses sur le domaine. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais Et puis, les cartes sont redistribuées tous les ans, en fait, aussi. Donc,
Donc ça, je pense que ça remet d'équerre sur le. On sait pas tout et on doit redémarrer Voilà. d'une feuille blanche chaque année, quoi. Voilà. Alors, il y a toute une série de travaux qui ont été entamés depuis déjà maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que le domaine est en pratique biologique. Alors, le label, on ne l'a pas et on n'a pas cherché à l'avoir jusqu'à présent parce que, très honnêtement, un label, c'est aussi beaucoup de politique et on n'avait pas envie de s'embarrasser avec ça. C'est peut-être quelque chose qui changera dans les années à venir, mais en tout cas, concrètement, à la vigne et dans la vinification et la pratique bio, on continue ce chemin-là parce que c'est un chemin qui est bénéfique pour nous et pour le vin. On a pris le chemin il y a 4 ans, en plus du chemin de la biologie, on a pris le chemin de la biodynamie, partiellement en tout cas. Et c'est un chemin qu'on continue de travailler. Alors, la particularité de la biodynamie, c'est que ça n'est pas une science à proprement parler, donc c'est beaucoup d'empirique, beaucoup de découvertes par soi-même, c'est beaucoup d'échanges avec les autres vignerons. On a des voisins vignerons qui sont adorables et avec qui on travaille énormément, qui nous ont beaucoup aidé à nous lancer là-dedans et qui continuent de nous conseiller parce que pour eux ça marche. Et, ils sont ravis d'avoir un voisin qui suit le même chemin. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, je bénis le ciel d'être arrivé dans le Jura parce que c'est très jurassien comme état d'esprit, ça. Cet esprit un peu communautaire d'entraide. On est une petite appellation et je crois qu'on est tous, on peut tous à les Jurassiens dire la même chose de notre appellation. Il y a beaucoup de coopération et ça aide énormément. Par exemple, moi, ça m'aide énormément comme jeune à aller voir d'autres vignerons, comment ça travaille, avoir des conseils, etc. Oui, les risques ont été pris par d'autres dans certains points et c'est intéressant d'avoir la version empirique des choses, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Un exemple tout simple, les engrais verts, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors, dans la technique de la vigne, on en parle beaucoup en ce moment. Chacun fait des essais, chacun de son côté. Entre ceux qui ont tel terroir ou tel autre terroir, voilà, qu'est-ce qui a le mieux marché. Voilà. On a la chance d'avoir des échanges très intenses ici sur l'appellation du Jura. C'est très agréable. Et tout ça donc, tout ça pour essayer de produire des vins, voilà, toujours plus plus simplement déjà au quotidien, de se soulager de notre métier de vigneron, de travailler avec des choses qui sont un peu plus, je dirais, j'aime pas le mot propre parce que ça sous-entend que le reste n'était pas propre, mais en tout cas des choses plus évidentes. Voilà, c'est toujours agréable de travailler avec des outils qu'on aime bien. Donc le bio c'est quelque chose de sympa pour ça. Et puis essayer d'améliorer le produit final. Et il n'y a pas de secret, hein. Mais les autres vignerons le diront, hein, je pense, hein, mais il n'y a pas de secret. Un bon vin, c'est d'abord une belle vigne. Il n'y a pas de secret. Aucun secret, il n'y a aucun mystère, il n'y a pas de magie. Donc, le mieux on travaille sa vigne, le plus on en prend soin, le meilleur on aura des bons vins, tout simplement. C'est une belle logique vigneronne. Merci, tu nous as bien éclairé, je pense, sur le domaine, sur votre philosophie, indirectement sur la patte de ta génération, de notre génération, sur dans ton cas, plus de 1000 ans de viticulture potentiellement. Donc merci. Je reviens au club et je crois savoir que tes parents sont dans les piliers du club qui existe depuis une quarantaine d'années. Donc, tu aurais quelque chose à nous raconter sur le club et l'histoire du CVL et du Château d'Arlay? Ça va faire un peu bizarre, mais moi j'ai quelques bons souvenirs sur le bateau. D'abord parce que quand on était petit avec papa et maman, quand on avait un certain âge, on accompagnait quoi sur les salons tout simplement. Le nombre de salons que j'ai pu faire partout, dont ceux du CVL, c'est des bons souvenirs pour moi. Ouais, ouais. Et puis alors en plus sur un bateau, c'est génial. Quand on est gamin, c'est vraiment quelque chose qui reste dans la tête. Donc moi j'ai vraiment des souvenirs très anciens de participation, même avec mes grands-parents sur le bateau Quai de Javel, voilà. Et c'est moi, ça fait partie pour moi des salons les plus qualitatifs auxquels le château participe. Parce que d'abord, c'est pas
Enfin, il y a un véritable esprit club, c'est-à-dire que quand on se retrouve là-bas, voilà, on sait qu'on se retrouve toujours pour la même chose, on retrouve toujours les mêmes personnes, on est en contact en dehors des salons, donc c'est toujours sympa de se retrouver, même quand on vient de régions, d'autres régions. C'est un bon complément à d'autres activités, à d'autres modes de contact avec la clientèle. Alors évidemment, nous on est aussi donc vignerons indépendants, donc on participe depuis très longtemps au salon des vignerons indépendants qui fonctionne très différemment. Donc c'est un bon complément. Mais parmi les petites anecdotes moi que j'ai sur les salons, je devais avoir quoi? Je devais avoir 15 ans, 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Et ça n'est que récemment que j'ai compris à qui j'avais serré la main sur le salon. Il y avait un grand bonhomme qui avait pas de cheveux, qui était venu un jour et qui avait dégusté les vins sur le stand, qui avait une grosse voix. Visiblement, il intéressait plein de gens autour de lui. Et c'est que assez récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Jean-Pierre Coff qui était passé sur le stand. Et je me rappelle donc d'un grand bonhomme immense, costaud, habillé tout en couleur, avec déjà à l'époque des lunettes un peu bizarres. Et on n'avait pas pâté ensemble. Il était, voilà, je me rappelle qu'il était assez amusé de voir un enfant finalement derrière le stand. Et voilà, donc je peux dire, voilà, grâce au CVL, j'ai fait la connaissance brièvement de Jean-Pierre Coff. C'est une anecdote sympa. Je savais pas que vous aviez eu l'honneur de recevoir Jean-Pierre Coff. C'est super. Écoute, à l'image du club, il y a un bel esprit de transmission dans votre domaine familial et j'ai l'impression que tu en prends dignement la suite. Je vous encourage tous à découvrir les vins du Château d'Arlay et puis à aller voir sur place aussi, puisque c'est quand même un monument historique, clairement en plus. C'est vrai, mais on a la double casquette. Donc le bateau dont Pierre Armand parlait, c'est la péniche Le Paquebot où on organise habituellement notre salon, mais qui était censé être le week-end dernier, qui n'a pas eu lieu. Pour compenser ce salon, on a donc organisé un système de livraison commune. Donc on se retrouve tous à Sancerre le week-end prochain pour organiser cette livraison commune, mais les commandes sont bouclées. Pour les prochaines échéances du club, il y a nos salons. Donc regardez notre page Facebook, le site internet. Prochain salon sur Toulouse en mars, suivi de Neuilly, Nantes, et puis le nouveau salon qui sera à Mar-en-Barreuil, donc près de Lille, en avril. Et on y sera parce que ma femme est originaire de Vambrechy, la ville juste à côté. Voilà. Donc on est très content d'avoir lancé ce salon. On a beaucoup de demandes dans le nord de la France et là ça y est, on a franchi le pas. Donc espérons que le contexte soit plus favorable et qu'on puisse réaliser le salon normalement, on va dire. Mais en tout cas, c'est parti. Croisez les doigts. Rendez-vous au printemps prochain. Merci beaucoup, Pierre Armand. Bonne continuation à toi. Merci. Et puis bonjour à toute la famille et à bientôt j'espère. À bientôt, venez nous voir. Salut, au revoir.